Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais pas vous parler de creepypasta ou d'histoires qui fait peur mais inventées, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un fait divers, donc quelque chose qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Je tiens juste à dire que si vous êtes une âme plutôt sensible, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce qu'il va y avoir de la violence, peut-être certains détails qui peuvent être choquants pour les plus jeunes ou pour les personnes sensibles, et il y aura des images. Alors les images ne seront pas choquantes, mais voilà, il y aura quand même des images. Donc je vous invite vraiment à quitter la vidéo si ça ne vous dit pas. Autre petit disclaimer, alors c'est simplement, cette vidéo est le fruit donc de quelques jours de recherche. Mes sources seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse, donc il est possible que je me trompe de date ou que je donne pas d'informations complémentaires sur certains points de l'affaire pour pas être trop choquante. Il se peut que j'oublie des choses ou que je me trompe. Si c'est le cas et que vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, donc je me ferai un plaisir de rectifier ça. Mais tout commentaire désobligeant sera donc supprimé. Donc maintenant, si c'est fait, je vais pouvoir commencer par la vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des séquestrés de Cleveland. Ça s'est passé dans une maison blanche de Cleveland, donc c'est un endroit aux États-Unis, une ville, au milieu d'un voisinage qui ne s'est jamais posé de questions. Amanda, Gina et Mitchell ont vécu l'horreur. Les trois jeunes filles ont été enlevées à 1 an d'intervalle, entre 2002 et 2004, par Ariel Castro. Mais qui est Ariel Castro ? À l'heure des faits, Ariel Castro a 42 ans, il est conducteur de bus pour enfants et lui-même père de 4 enfants. Il vit seul dans l'Ohio à Cleveland, donc aux États-Unis. Pendant pratiquement 10 ans, ces trois jeunes filles ont subi des viols, des violences, les humiliations de leur bourreau qui s'est depuis suicidé en prison. On reviendra sur son procès et sa mort à la fin de la vidéo, donc je vous invite à rester. Parce qu'elles ont aujourd'hui besoin d'expliquer ce qu'elles ont vécu, Amanda et Gina publient un livre intitulé Hop, dont le magazine People s'est procuré des extraits. Amanda a 16 ans lorsqu'elle est kidnappée par Ariel Castro. Elle connaît sa fille. Lorsqu'il l'invite à venir chez lui, elle pense qu'elle peut lui faire confiance. « Comment ai-je pu être aussi stupide ?» écrit la jeune femme d'aujourd'hui 29 ans dans son livre. C'était la veille de son anniversaire, elle rentrait chez elle après une journée de travail. Après que l'homme lui ait fait visiter une partie de sa maison, il l'a emmenée dans une chambre et l'a forcée à enlever son pantalon. Paniquée, Amanda accepte, pensant qu'il va ensuite la laisser partir. Mais Ariel Castro l'enchaîne dans sa cave et ne cesse de la violer, jour après jour. À force de hurler, l'adolescente perd sa voix, mais elle est persuadée qu'elle va bientôt mourir. Elle reprend espoir lorsqu'aux informations, elle voit que sa mère et la police sont lancés à sa recherche. Mais rien ne se passe pendant pratiquement 1 an. Amanda est livrée à elle-même, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle adolescente qui, elle aussi, connaissait la fille d'Ariel Castro et qui, elle aussi, a été kidnappée par l'Américain. Gina écrit « Il me laisse dans une cave toute la journée, les chaînes me coupent, mon corps entier me fait mal. Je déteste la façon dont il me touche les cheveux, dont il me demande de s'asseoir à côté de lui sur le canapé comme si nous étions amis. Je suis terrifiée. » Finalement, Ariel Castro décide de faire les présentations. Gina rencontre Amanda, puis Mitchell, enlevée la première, et détenue dans une chambre à l'étage. Je me suis retrouvée dans une chambre, nue, pieds et poings liés par une corde à 2 poteaux métalliques, à 10 cm au-dessus du sol. Il disait qu'il ne voulait pas me faire de mal, qu'il voulait être mon ami, et il me violait, raconte Mitchell. Mais, pour éviter que les trois jeunes filles s'allient contre lui, Ariel Castro se joue d'elles, les monte les unes contre les autres. Elles rêvent pourtant de s'enfuir. Mais, enchaînées la plupart du temps, les trois jeunes filles ne peuvent pas bouger. Toutes les trois enfermées dans la cave, elles apprennent à se connaître malgré tout. C'était bizarre au début, mais plus on se parlait et plus on s'appréciait, raconte Amanda. On est alors en 2005, à l'heure des faits. 1 an plus tard, Amanda apprend que sa mère est morte à 43 ans d'une crise cardiaque. De chagrin, diront ses proches. 1 mois plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. « Je pense que c'est elle qui m'a envoyé cet ange », écrit-elle. Mais Amanda a peur de ce qui risque de lui arriver. Mitchell, elle aussi, est tombée enceinte plusieurs fois. Elle a été frappée par Ariel Castro au point de faire des fausses couches. C'était un rituel, raconte Mitchell. Je suis tombée enceinte à plusieurs reprises. 5 en tout.
À chaque fois, il m'a fait avorter en m'affamant, puis en frappant mon ventre avec une batte de baseball. Quand je perdais le fœtus, il me hurlait dessus en m'accusant d'avoir tué son bébé. Mais la grossesse d'Amanda va à son terme et l'attitude de Castro change. On est une famille à présent, lui dit-il. Il couvre la petite fille qui naît, Jocelyne, de cadeaux. Pour ne pas qu'elle pose de questions, il enlève les chaînes qui retenaient encore les 3 jeunes femmes. Peu à peu, Amanda se prend même de sympathie pour lui, mais elle est confuse. Elle dit « Comment peut-il être si bon avec la petite et d'un coup si cruel avec nous ?» Plus Jocelyne grandit, plus la prison dans laquelle il choisit d'enfermer ses victimes est difficile à conserver, parce que Jocelyne se pose forcément des questions de pourquoi est-ce qu'il y a 2 autres filles en plus que sa mère, pourquoi est-ce qu'elle reste enfermée dans la maison, etc. Ariel Castro devient de plus en plus irritable. Il commet une erreur le 6 mai 2013. Il sort et oublie de verrouiller la porte d'entrée. Amanda en profite pour sortir et hurler à l'aide. La police est appelée et libère les prisonniers. Gina dit « Ce jour-là, je pense qu'il a voulu se faire attraper. Il n'était plus le même, il s'était viré de son job de chauffeur de bus 6 mois plus tôt et passait plus de temps à la maison, ce qui pour nous signifiait plus de vols, plus de viols et plus de coups. Si après leur libération, les 3 rescapés de Cleveland ont passé du temps ensemble, aujourd'hui, elles ont pris des chemins différents. Nous avons toutes vécu des choses que nous seuls pouvons comprendre, confie Amanda, assurant souhaiter le meilleur à Michel qui s'est éloigné des 2 autres victimes. Donc voilà les faits. En gros, je suis passée sur quelques détails. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu plus à Ariel Castro. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Alors, j'ai pas réussi à fouiller dans son enfance, mais en fouillant dans son passé, j'ai trouvé quelque chose. En 1996, l'épouse de Castro quitte la maison familiale avec ses 4 enfants pour fuir des violences conjugales. Elle avait eu 2 fois le nez brisé, des côtes cassées, les épaules luxées et avait demandé au juge de l'empêcher de menacer de la tuer. Donc, comme on peut voir, Ariel Castro avait donc déjà des antécédents de violence, vu qu'il battait sa femme. Pour ses enfants, j'ai pas trouvé, mais je sais qu'il il battait sa femme et que donc sa femme a porté plainte contre lui. Il a été accusé, mais il ne sera pas inculpé, donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas allé en prison. Donc pourquoi, je ne sais pas du tout. Mais en 2005, sa femme porte encore une fois plainte contre lui, parce que cette fois, elle dit qu'il a enlevé 2 de ses filles et pour les empêcher de voir leur mère. Donc avant les faits des séquestrés de Cleveland, Ariel Castro n'a jamais été en prison. Pourtant, on peut bien voir qu'il était très violent, parce que quand on voit les violences qu'il a fait à sa femme, elle a eu quand même 2 fois le nez brisé, des côtes cassées, les épaules luxées, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement violent. Pourtant, il n'a jamais été en prison pour ces faits. D'ailleurs, maintenant je vais vous parler un petit peu plus de son procès, parce que Ariel Castro, donc le 1er août 2013, est condamné à la prison à perpétuité, ainsi d'une peine de prison de 1000 ans. Il plaide coupable pour les 937 chefs d'accusation à son égard, comme ça il évite la peine de mort. Mais lui-même, en fait, quand on l'a interrogé, lui-même se qualifiait de prédateur sexuel qui avait besoin d'aide. Il a écrit une note qui dit pendant que les filles étaient encore captives chez lui, elles sont ici contre leur volonté parce qu'elles ont commis l'erreur de monter dans la voiture d'un étranger. Je ne sais pas pourquoi j'en cherche une autre, j'en ai déjà 2. Donc on peut voir que lui-même était assez lucide sur le fait qu'il avait des problèmes, il avait des problèmes d'ordre sexuel. D'ailleurs, il exprime dans une lettre sa volonté de se suicider et de donner toutes ses économies à ses victimes. Donc il se redécrit encore une fois en tant que prédateur sexuel et il déclara plus tard « Je ne suis pas un monstre, je suis une personne normale, mais qui est malade. » Donc comme on peut le voir, Ariel Castro était vraiment lucide sur le fait qu'il avait des énormes problèmes. Peut-être qu'il avait des pulsions qui l'ont poussé à battre sa femme et à enlever ses filles, ces jeunes femmes. Mais ce que moi je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'un mec qui est connu pour être violent
dont sa femme a porté plainte plusieurs fois parce qu'il l'a cassé, il l'a frappé, pardon, à de nombreuses reprises. Pourquoi est-ce qu'il a jamais été en prison, ou pourquoi est-ce qu'il a jamais été inculpé, et pourquoi est-ce que personne s'est jamais inquiété en fait? Parce que à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, il déclare qu'il est un prédateur sexuel. Du coup, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il a jamais été surveillé en fait. Mais d'ailleurs, il dit lui-même qu'il était dépendant à la pornographie, au point de devenir impulsif et de ne pas réaliser ce qui est mal. Donc comme je vous ai dit plus haut dans la vidéo, il est découvert mort, pendu dans sa cellule, un drap autour du cou et son pantalon et ses sous-vêtements baissés jusqu'aux chevilles. Donc il est mort d'asphyxie érotique. C'est une pratique qui consiste à priver le cerveau d'oxygène dans le but d'en tirer du plaisir. Donc même en étant en prison, il continue ses actes sexuels, ce qui montre bien qu'il avait vraiment un énorme problème là-dessus. Il dit lui-même qu'il était devenu impulsif au point d'enlever 3 jeunes femmes et de les violenter. Donc voilà, mais vraiment moi ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que les enquêteurs, même la police est passée à côté de ça et l'a laissé en liberté. Le pire c'est que lui-même avait des enfants, qu'il avait l'air d'enlever ses filles pour ne pas que sa femme les voie, enfin son ex-femme, et qu'il était chauffeur de bus scolaire. Donc voilà, c'est incroyable quand même. Mais heureusement, les 3 victimes s'en sont tirées avec d'énormes séquelles. D'ailleurs, il y a même eu un film sur les séquestrés de Cleveland. Michel Knight a même écrit un livre qui est paru en mai 2014 et qui s'appelle « Traverser l'enfer et croire encore au paradis ». Donc voilà, c'est une histoire, je ne sais pas si elle est vraiment très connue, mais je voulais quand même vous la raconter. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je sais que j'ai pas donné extrêmement de détails, mais en fait je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les histoires de faits divers comme ça, ou si vous préférez les histoires plus traditionnelles, genre les creepypasta ou les histoires inventées qui font peur. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, enfin ce que vous préférez. Abonnez-vous, ça me fait très plaisir, et on se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!